Madame, c'est bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir pour nous de vous retrouver puisque tous les indicateurs sont ouverts. Donc nous serons dans le zoo et les collines, nous serons à Porto-Novo, nous serons également à Parakou. Allons justement à Parakou où vous nous parlez de la mairie qui, soucieuse de la sécurité des équipements de l'ORTB, a procédé à l'éclairage du tronçon qui mène à l'office. Sans oublier que les Paraquois revisitent la culture à travers le conte. Hier, nous n'avons pas pu entrer en contact avec Parakou pour avoir les informations d'un sujet type, la commercialisation des lampes solaires et les groupes électrogènes. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons en ligne Sylvie Savi. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans l'actualité depuis Parakou. En premier, il faut retenir que la voie de l'ORTB, qui pendant des années végétait dans l'obscurité, est enfin éclairée. Des lampadaires solaires sont installés depuis quelques jours. Signe de satisfaction pour les agents de l'ORTB et les riverains. Suivez à cet effet le reportage de Wakil Taïrou, lu par Nestor Sela. Que la lumière soit et la lumière fut sur ce tronçon qui mène à l'ORTB Parakou. Que de mots pour dire merci à l'autorité municipale qui a satisfait cette doléance qui a duré plus de 30 ans. Toute ma gratitude au maire de la ville, à la personne de M. Souradou Karim. Lors de sa prise de service, est allé nous rencontrer dans le cadre de notre partenariat. Donc à cette occasion, nous lui avons adressé cette doléance et de manière prompte, il a répondu favorablement à notre requête. Ouf de soulagement du personnel de l'ORTB Parakou et des autres usagers de ce tronçon. Mais aujourd'hui, nous avons vu que des panneaux de lampes solaires sont posés et tout ceci déjà fonctionnel. Je ne peux que dire Dieu merci et grand merci à tous ceux qui ont pris cette initiative et qui ont œuvré pour que cela devienne une réalité, pour que cette voie soit aujourd'hui illuminée. Avec ces lampadaires, il me semble que ces gens de la loi vont cesser de nous anarquer. Vraiment, nous sommes très contents de ces lampadaires-là. Quand vous avez une émission à venir animer ici au-delà de 20 heures, vraiment, ce n'est pas facile d'avoir le courage d'y arriver tout seul. Nous avons maintenant bénéficié de ces lampadaires-là. C'est bien. C'est aussi l'avis du directeur de l'ORTB Parakou. Ça fait plaisir, surtout pour notre personnel, pour le personnel de la direction régionale. Vous savez, en matière de presse, on sait quand on vient, on ne sait pas quand elles sont pas. On quitte ici souvent très tard dans la nuit, voire même après 0 heure, on quitte ici. Je suis très ému par rapport à ça, parce qu'ils ont quand même mis 48 heures pour installer ces 18 lampadaires solaires. L'autorité municipale reconnaît la souffrance qu'endure le personnel de l'office et promet d'aller au-delà de l'éclairage du tronçon. Des agents qui travaillent 24 heures sur 24, et des équipes de nuit qui vont quitter chez vous pour rentrer ou bien pour aller très tôt à 6 heures, à 5 heures, c'est l'obscurité totale. Donc les agents ne sont pas en sécurité. C'est pourquoi on a identifié cet axe-là et nous avons mis les lampadaires pour mieux éclairer. C'est vrai que ce n'est pas suffisant parce qu'il faut continuer encore jusqu'au niveau de l'université. Il faut aussi, à l'intérieur de l'ORTB aussi, il faut mettre des lampadaires pour sécuriser aussi les équipements. Donc, progressivement, nous allons travailler pour que tout cela soit, n'est-ce pas, une réalité. Et puisque la mairie œuvre pour le reprofilage des routes, les usagers de ce tronçon illuminé plaident pour qu'il soit bitumé ou pavé. Et puis bientôt, des jardins publics dans les 3 arrondissements de la ville de Parakou. Le maire de Parakou et son équipe ont visité les sites réservés à cet effet. L'autorité communale en a aussi profité pour parcourir certains chantiers ouverts dans la ville. Les détails avec William Aguiar. Nous sommes ici au 1er arrondissement de Parakou. Et voici l'espace qui va abriter le jardin public de l'arrondissement. Comme ici, dans le 2e et le 3e arrondissement, la même infrastructure est prévue pour d'abord restaurer le couvert végétal, mais également offrir à la jeunesse de Parakou un cadre sain d'épanouissement. Cette activité s'inscrit dans la nouvelle convention de coopération entre Parakou et Orléans. Ces activités tiennent compte, n'est-ce pas, de la nouvelle problématique de développement durable, à savoir, n'est-ce pas, les changements climatiques. Alors donc, cette convention
a prévu qu'on puisse créer des ceintures vertes au niveau de la ville et aussi créer une forêt municipale. D'ici 3 à 4 mois maximum, les travaux vont commencer réellement. D'ici, cap sur les chantiers du projet de service décentralisé conduit par les communautés PSDCC. Une visite d'inspection pour suivre l'évolution des travaux. Et le PSDCC, c'est un projet qui injecte à peu près 200 millions par an dans la ville. C'est 14 projets et 14 micro-projets avec des forages. Donc c'est avec satisfaction que nous avons vu vraiment que les choses se passent bien. Nous allons juste encourager les entreprises à continuer dans ce sens-là. Prévu pour durer 4 mois, les entrepreneurs promettent respecter les délais d'exécution des travaux pour le bonheur des bénéficiaires. Et puis un nouveau marché est en floraison à Parakou. Il s'agit du commerce des lampes solaires ou rechargeables et de groupes électrogènes aussi. Ceci pour combler le déficit en énergie électrique. Suivez ce reportage réalisé par Wakil Taïrou et Clément Rouillon, lu par Aziz Alagui. Face aux coupures répétées de l'énergie électrique, les abonnés ont trouvé une alternative pour satisfaire leurs besoins en cette ressource. Les artisans, quant à eux, font recours aux groupes électrogènes pour répondre à leur clientèle. C'est vraiment pénible. Depuis le matin, il n'y a pas le courant, donc j'ai fait recours à mon groupe. C'est grâce à ça que je suis en train de coiffer maintenant. On est obligé d'utiliser les groupes pour maintenir la clientèle. Dans les ménages, à défaut de disposer d'un groupe électrogène, les parents font recours aux lampes solaires ou rechargeables. À la maison, c'est encore très difficile, c'est encore pire. Mais avec les enfants, les petits qui apprennent les leçons, vraiment c'est difficile. Il faut acheter les lampes qu'on appelle Yaiboni et il faut acheter des piles. Vraiment, c'est très difficile. Si le délestage entraîne un manque à gagner pour certains citoyens, il constitue une occasion pour les électromécaniciens d'accroître leur chiffre d'affaires. Ces temps-ci, là, vraiment, on n'a pas le temps. Parce que on est bousculé un peu partout. Les groupes, il y en a. On fait du matin jusqu'au soir, là, pas de repos. Il y a des groupes qu'on nous amène, des groupes abandonnés de 5 ans, 6 ans, voire 10 ans aussi. Mais comme moi, je suis mécanicien, je souhaite que ça vienne comme ça aussi. Cette période de coupure, là, la clientèle est un peu plus que la période normale. Il s'agit des lampes torches en panneau avec les kits solaires pour se dépanner, quoi. Le déficit de l'énergie électrique ouvre la porte à un nouveau commerce. Mais il faut reconnaître que ces appareils, surtout les groupes électrogènes, ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Une note de culture pour finir, concours de contes à Djougou, une initiative de l'association Baobab. Cette association allemande intervient dans le social et dans la promotion de la culture. La cour de la Maison des Jeunes a abrité l'événement. Emerida Kwesoton. Soirée conte à Djougou, événement rare qui a réuni la population autour des sages des différents arrondissements de la commune au clair de lune, mais cette fois-ci accompagné de quelques installations modernes. Après la phase de présélection qui s'est déroulée dans les différents villages de la commune, 10 candidats sont retenus sortis des différents arrondissements et ce sont ces 10 qui rivalisent d'idées en langue yom ou en lokpa pour des contes. C'est comme si à un moment donné de notre vie, on a délaissé notre culture. Un peuple qui n'a pas de culture est un peuple mort. Donc Baobab Bénin a eu l'idée depuis l'Allemagne pour raviver la culture béninoise. Ils ont la liberté du message qui vient, mais le message doit cadrer avec, disons, le thème. C'est-à-dire un thème, on impose un thème. Maintenant, au conteur de choisir le conte. Unité, solidarité et développement, c'est autour de ce thème que les conteurs ont fait leur preuve. Après 2 heures de temps qui ont permis le passage de tous les 10 candidats, le jury délibère et le premier prix revient à l'arrondissement de Sero, le deuxième prix à l'arrondissement de Pelébina. C'était pas facile d'arriver à ce niveau, mais aujourd'hui je rends grâce à Dieu puisque c'est pas permis à n'importe qui d'être premier. Aujourd'hui je suis le deuxième à pouvoir remporter le trophée. Franchement, c'est la joie et la gaieté qui m'animent.
si chacun arrive dans sa maison, de faire tout possible à enseigner le conte à son enfant, pour que cette tradition, notre coutume ne prend pas fin à ce niveau. 750 000 pour le premier et 500 000 pour le deuxième. Mais la particularité de ce concours de contes, les prix reviennent à tout le village entier et ce sont des infrastructures qui seront construites, des réalisations auprès du montant gagné. Et voilà qui met un terme aux informations du Nord Bénin pour le compte de ce vendredi. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous Sylvère Savy, nous souhaitons bon appétit ou bonne digestion à tous ceux qui nous écoutent depuis Parakou et environ. Nous descendons de cet environ et faisons une escale dans le zoo et les collines avec la conservation des forêts et de la biodiversité qui était au centre d'un atelier qui a pris fin ce jeudi à Boycon. Il a été question de remise d'outils et de capitalisation de bonnes pratiques aux participants. François Zinsou, Gilles Dansou. Des actes forts qui marquent un renouveau dans la protection des forêts sacrées du Bénin. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en est la cheville ouvrière. Nous devons féliciter les dignitaires qui ont su nous donner la confiance et nous donner surtout la main. Et je voudrais aussi nous dire que si nous avons obtenu des résultats, la remise de ces outils sera pour nous un nouveau départ pour que ces outils ne dorment pas dans nos tiroirs, mais que ces outils nous aident vraiment à renforcer ce que nous avons utilisé, les valeurs culturelles, pour sauvegarder jusque-là. Les dignitaires traditionnels et têtes couronnées ont pris une part active aux côtés des cadres des eaux et forêts dans la réussite de cet atelier. Le PIFSAP est la première initiative de ce genre et qui a visé à réduire, voire inverser le taux de perte de biodiversité et à gérer durablement les forêts sacrées. Ceci a imposé de développer des procédures, des outils et des méthodes participatives et communautaires pour leur intégration dans le système des aires protégées du Bénin. L'atelier est le fruit du projet d'intégration des forêts sacrées dans le système des aires protégées, dont le point focal fait une synthèse du rapport. Il s'est fait qu'avec l'avènement des nouvelles religions, il y a un peu de problèmes qui se posent en ce qui concerne la conservation de ces différentes reliques forestières. C'est pour cette raison que l'administration forestière, avec la sollicitation des dignitaires, a commencé par regarder ce qui se passe à ce niveau afin de renforcer l'autorité de la tradition et de les accompagner dans la préservation de ces différentes forêts sacrées. Des pratiques endogènes au service du développement, une initiative à encourager. Restons toujours avec Gilles Dansou, mais cette fois-ci dans les collines. Des délégations togolaises et tchadiennes sont au Bénin pour s'imprégner des réalités du PSDCC, projet de service décentralisé conduit par les communautés à la base, dans la commune de Glazoué. Il faut dire que l'expérience de développement dans cette commune était au cœur de leur échange ce mercredi. Gilles Dansou, François Zinsou. Les délégations tchadiennes et togolaises au contact des réalités du PSDCC, projet de service décentralisé conduit par les communautés ici au contact des réalités du terrain à Glazoué. L'expérience du Bénin fait école. Chez nous au Togo, les bénéficiaires sont choisis sur des critères liés par exemple à la malnutrition. Mais ici nous avons compris que le critère est vraiment l'extrême pauvreté. Et c'est un processus à deux phases. D'abord, il y a un ciblage communautaire. La communauté identifie même ceux qui font partie des catégories les plus pauvres. Et puis ensuite, il y a un test qui est conduit pour confirmer ce choix-là. Nous trouvons que c'est vraiment pertinent. Je crois que ça va d'abord nous faciliter la tâche pour la mise en œuvre du projet que nous allons lancer très bientôt. Mais aussi, ça va avoir un réel impact. Parce qu'ici, nous vivons directement, nous observons directement l'impact réel de ce projet-là sur la population. Et ça, c'est très important. Et je crois qu'implanter sensiblement la même chose, évidemment en adaptant cela à nos réalités nationales, je crois que ça va impacter très positivement nos populations. Le projet de service décentralisé conduit par les communautés a une bonne structuration. C'est la mise en place d'un cadre institutionnel au niveau national pour définir par quelle méthodologie
les plus pauvres sont identifiés. Cette dimension a accroché les pays voisins et c'est avec grande joie qu'ils sont venus découvrir tous les efforts de préparation, de concertation et de négociation que nécessite la mise en place de cette collaboration intersectorielle. Le troisième volet que nous avons réussi, c'est les paiements. Nous avons négocié des contrats après appel à candidature avec des agences de paiement pour procéder au paiement des bénéficiaires en passant naturellement par l'impression de leur carte d'identification. Des délégations qui poursuivent leur visite dans d'autres régions du Bénin pour le même exercice. Direction les départements de Lemay et du Plateau où l'insalubrité est devenue le lot quotidien des usagers du marché Wando. Sans oublier que dans cette tranche, vous nous faites part du pan de salubrité de la mairie de Porto-Novo à travers notamment le curage des caniveaux. Et c'est ce que nous avons essentiellement avec en ligne depuis Porto-Novo, Guillaume Avienou. De Louémé et du Plateau de ce vendredi, nous commençons avec l'insalubrité qui s'est installée au marché Wando de Porto-Novo, l'un des plus grands marchés de la ville capitale. L'insalubrité quand tu nous dictes ta loi, c'est un reportage de Olivier Sougoué et de Brice Rumba. Marché de Wando. Dans ce marché, situé dans le 5e arrondissement de la ville capitale, on enregistre des actes d'insalubrité, aussi bien qu'aux alentours qu'à l'intérieur qu'à l'entrée de ce lieu commercial, des tas d'ordures composés de sachets plastiques, de mangues pourries et d'autres déchets dites le loi. Nous ramassons chaque jour les ordures. Par contre, nos soeurs qui sont dans l'enceinte du marché ne comprennent pas qu'il faut assainir son cadre de vie. Ce sont elles qui déposent chaque soir les ordures que vous voyez. Il y a seulement 3 jours, nous avons remis 3 000 francs aux agents collecteurs qui ont arrangé un peu les lieux avant qu'on ne désinfecte l'endroit avec du pétrole. Le marché de Wando produit à lui seul 30 tonnes de déchets chaque jour du marché. Au regard des dispositions prises par la mairie de Porto-Novo en termes de collecte d'ordures, le phénomène d'insalubrité dans le marché Wando est qualifié d'acte d'incivisme. Lorsqu'on parle de marché, c'est un marché où on y trouve tout. Le problème essentiel au niveau de ce marché-là, c'est un problème d'incivisme de la part des populations. Vous avez beau dire aux gens de ne pas verser aux endroits qu'ils versent, il y a des points de regroupement de ces ordures-là, de verser là. Et ceux qui sont chargés de cette mission iront les verser, mais les gens profitent de la nuit pour verser ces ordures-là, là où il ne faut pas les verser. Le fait de se déplacer de leur point, là où ils vendent, là où ils ont balayé, et d'aller vers les lieux de décharge de pré-collecte, c'est déjà du travail, trop du travail pour ceux-là. Pour réduire donc l'insalubrité dans le marché de Wando, la direction technique de la mairie propose le renforcement des séances d'IEC. Information, éducation et communication qui doit accompagner tout ça là. On le fait, peut-être que ce n'est pas assez, qu'il faudrait peut-être approfondir cet aspect des choses là pour amener la population à nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Voilà. À l'insalubrité dans le marché de Wando s'ajoute l'absence d'urinoir. 2 problèmes qui mettent à nu les limites de la politique de gestion des marchés de Porto-Novo. Et puis, c'est déjà les premières pluies à Porto-Novo et pour réduire les risques d'inondation, la municipalité mène certaines actions. Il s'agit entre autres du curage des caniveaux et du balayage des rues. Suivant à ce sujet le DST, le directeur des services techniques de la municipalité de Porto-Novo. Il est au micro de Olivier Sougoué et de Brice Rumba. Le curage des travaux, c'est un marché qui, suivant
le plan qui est mis en place, on fait tout pour que, avant que les pluies ne démarrent, que cette activité puisse démarrer. C'est un marché de travaux. Ça là, c'est en ce qui concerne le curage des caniveaux, ça. Mais en dehors de ça, il y a les autres travaux de balayage, de nettoyage qui se font ainsi de suite. Vous savez que tout ce que nous faisons, ça doit pouvoir suivre une certaine orthodoxie et régi par le code des marchés publics. Donc il faut lancer les appels d'œuvres, recruter les entreprises pour le cas où il faut des entreprises pour faire ces travaux-là. Actuellement, cette procédure est encore en cours. Donc on a reçu les offres, on les a dépouillées, on a analysé, le jugement est fait et actuellement les dispositions sont en cours pour pouvoir signer les marchés et permettre effectivement aux entreprises qui doivent intervenir suivant des tronçons bien précis pour qu'ils puissent effectivement rentrer en activité. Dans tous les cas, les dispositions qui sont prises, étant donné que les pluies sont imminentes, vous allez constater les tout prochains jours, surtout nos tronçons routiers. Depuis quelques jours, nous avons entamé une série de reportages sur les cantines scolaires subventionnées. Et bien, dans la suite de la série de reportages, nous allons évoquer aujourd'hui les difficultés liées au bon fonctionnement des dites cantines dans nos écoles. Suivons le reportage. Les gouvernements qui se sont succédés à la tête du Bénin depuis la cession à l'indépendance du pays ont toujours semblé faire de la question de l'alimentation des apprenants une préoccupation. Il n'est donc pas rare de voir intervenir dans le secteur, outre l'État, de nombreux autres partenaires. Malheureusement, l'augmentation du nombre d'écoles et donc d'apprenants au fil des ans a tout fait de montrer les limites des efforts des acteurs du système éducatif en matière de cantines scolaires. Dans les départements de Lomé du Plateau, par exemple, le gouvernement, malgré ses nombreux efforts, on est, je crois, environ à 300 écoles, qui sont un peu plus de 300 écoles tenues par le gouvernement lui-même. Et naturellement, il y a le programme PAM, le programme d'alimentation mondiale, qui nous accompagne aussi dans cette initiative. Mais eux, ils ne travaillent pas au pifomètre, ils se basent toujours sur des enquêtes. Et ces enquêtes-là n'ont pas toujours révélé la réalité du terrain. Si bien qu'aujourd'hui, dans les départements de Lomé du Plateau, nous n'avons que, si j'ai bonne mémoire, 77 écoles qui sont couvertes en matière de cantine scolaire par le PAM. Outre les problèmes d'ordre structurel, la bonne marche des cantines scolaires subventionnées au Bénin se heurte à une certaine confusion de ses animateurs à la base. Les parents qui sont souvent associés pour accompagner la cantine scolaire ne trouvent pas d'engouement à la chose. Ils pensent que lorsque la cantine arrive, le directeur doit leur servir une part d'abord. Et ce n'est qu'en cela qu'ils vont se montrer présents, qu'ils vont l'écouter, et quand il va les appeler, vraiment, ils pourront répondre présents. Lorsque le directeur veut exclusivement appliquer les tests qui régissent la vie des cantines scolaires, les parents se départissent souvent de lui. Dans l'immédiat, les autorités de l'école au Bénin proposent un changement de mentalité pour davantage fixer les esprits sur la fonction des cantines scolaires subventionnées. À côté de cela, elles pensent qu'il faut former les animateurs chargés de l'alimentation scolaire, surtout dans les milieux défavorisés. Elles estiment en clair que des réformes s'imposent dans le secteur. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour l'essentiel à retenir des nouvelles des départements de Lomé et du Plateau de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Guillaume Avier. Nous, c'est avec vous que nous mettons un terme à cette tranche des informations régionales sur la chaîne de télévision de service public du Bénin. Mais l'information continue tout à l'heure à 16h30, puis à 19h30 et le grand journal du soir à 20h. N'oubliez pas le site web de l'Office, le www.ortb.bj. Bon après-midi à tous.